Oui, oui. Hey, vous là, moi j'ai besoin d'étudier. Ok, je vais présenter. Allez-y rapidement. Chers professeurs, chers collègues, bonsoir. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter le cours portant sur les stratégies de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. À la fin de ce cours, nous devons être capables de définir la résistance aux antimicrobiens, de citer... Je ne t'ai pas encore dit de commencer. Excusez-moi. Vous pouvez commencer. Chers professeurs, chers collègues, bonsoir. Nous sommes là pour vous présenter le cours portant sur les stratégies de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. À la fin de ce cours, nous devons être en mesure de définir la résistance aux antimicrobiens, de citer 3 facteurs favorisant l'apparition de la résistance aux antimicrobiens, d'énumérer les 5 principaux objectifs du plan d'action mondial de lutte contre la RAM, de décrire les priorités stratégiques de l'OMS dans la lutte contre la RAM, de décrire la stratégie de l'OIE dans la lutte contre la RAM et enfin de décrire la stratégie de la FAO dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Comme plan, nous avons en premier temps l'introduction. En grand 1, les facteurs favorisant l'apparition de la RAM. En grand 2, le plan d'action mondial de lutte contre la RAM. En grand 3, les priorités stratégiques de l'OMS. En grand 4, la stratégie de l'OIE dans la lutte contre la RAM. En grand 5, la stratégie de la FAO dans la lutte contre la RAM. Et enfin, la conclusion. Introduction. Selon l'OMS, la résistance aux antimicrobiens survient lorsque les bactéries, les virus, les champignons, les parasites évoluent au cours du temps et ne répondent plus aux médicaments, rendant plus complexe le traitement des infections et augmentant le risque de propagation de formes graves de la maladie et de décès. Ainsi, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens s'articule autour du concept One Health. Qu'est-ce que l'approche One Health? L'approche One Health ou une seule santé est définie comme étant une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Elle reconnaît que la santé humaine, la santé animale et l'environnement sont éminemment liés et interdépendants. En effet, les micro-organismes sont en permanence au niveau de l'environnement dans lequel les personnes et les animaux évoluent.
Et ces personnes et ces animaux sont donc susceptibles de contracter des infections. Il y a aussi une relation entre la santé humaine et la santé animale qui sont très liées parce que de nombreuses maladies sont des zoonoses. Et il peut y avoir un passage à travers la barrière des espèces, d'où la transmission de certaines maladies des animaux vers les êtres humains. Pour cela, on peut donner l'exemple du COVID-19 qui est devenu une pandémie mondiale. Dans ce siège, l'Assemblée mondiale de la santé a appelé à renforcer la collaboration entre l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, et l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre la rame. Quel est l'intérêt de lutter contre la rame? Sur le plan clinique, la lutte contre la rame permet d'empêcher l'aggravation des infections. Parce que en cas de résistance, le patient, les infections ont tendance à se compliquer et pouvant aussi allant jusqu'à aboutir à la mort du patient. Sur le plan diagnostique, il est nécessaire de déterminer les résistances grâce à des tests de sensibilité, car nous savons que la prise d'antibiotiques probabilistes peut entraîner une sélection des bactéries résistantes en favorisant leur multiplication. Sur le plan thérapeutique, cette lutte permet d'optimiser l'utilisation des antimicrobiens. En effet, il faut réguler. En effet, ce système de lutte permet de réguler l'utilisation des antimicrobiens parce que l'utilisation abusive ou excessive peut favorise l'apparition de résistance. En épidémiologie, sur le plan épidémiologique, grâce à une surveillance et un suivi qui permet de déterminer de nouvelles résistances susceptibles de constituer une urgence de santé publique. Et sur le plan économique, par exemple, lors d'une antibiorésistance, les cliniciens ont recours à des antibiotiques qui sont de plus en plus coûteux et il y a aussi un prolongement de la durée d'hospitalisation du patient, ce qui va aboutir à une augmentation des dépenses médicales. Grand 1, facteurs favorisant l'apparition de la rame. Les principaux facteurs contribuant à l'apparition de la rame sont l'usage abusif ou excessif des antimicrobiens. En effet, pour les antibiotiques, on peut dire que plus on prend d'antibiotiques, plus le risque de faire émerger des bactéries résistantes augmente. Car nous savons qu'à la base, la résistance est un phénomène naturel qui permet à la bactérie de s'adapter. Et ces phénomènes de résistance vont rendre ainsi les traitements ultérieurs moins efficaces, pouvant entraîner des échecs thérapeutiques. Nous pouvons aussi noter l'absence d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. L'absence de ces trois éléments favorise l'apparition et la dissémination des bactéries résistantes. Il y a aussi l'insuffisance de mesures de prévention et de lutte contre les infections. Nous pouvons noter un accès insuffisant aux antimicrobiens, à des antimicrobiens, à des vaccins, des outils de diagnostic de qualité et d'un coût favorable, l'absence de prise de conscience et de connaissance du phénomène. Comme facteur aussi, nous avons les lacunes en matière de sécurité sanitaire, des lacunes dans la formation professionnelle, surtout dans les pays en voie de développement. Il y a aussi un phénomène qui est la circulation des antimicrobiens douteux, qui est retrouvé aussi ici au Sénégal, par exemple avec la vente des médicaments de la rue.
Nous allons passer au grand plan d'action mondial de lutte contre la rame. Ce plan d'action a été adopté lors de la 68e Assemblée mondiale de la santé et correspond à une coordination multisectorielle entre l'OMS, la FAO et l'OIE et repose sur le principe One Health. L'OMS héberge le secrétariat conjoint tripartite sur la rame et son objectif global est de maintenir le plus longtemps possible et de manière continuelle la capacité à traiter et à prévenir les maladies infectieuses au moyen de médicaments sûrs et efficaces. Ce plan d'action mondial définit 5 objectifs. Le premier est de mieux faire connaître et comprendre le problème de la résistance aux antimicrobiens grâce à des outils de communication. Pour cela, il est primordial de faire des campagnes de sensibilisation, d'où la mise en place de la Semaine mondiale pour le bon usage des antimicrobiens. Sur le plan de l'éducation, il faut aussi ajouter l'étude du phénomène dans les programmes scolaires, ce qui permet une prise de conscience dès le bas âge. Et aussi faire de la résistance aux antimicrobiens un élément essentiel dans la formation professionnelle. Le deuxième objectif est de renforcer la surveillance et la recherche. En effet, étant conscience de l'absence de données sur la rame, le plan d'action mondial s'est fixé pour objectif de mettre en place un programme mondial de surveillance de résistance aux antimicrobiens en santé humaine, de mettre en place aussi et aussi la mise en place d'un système national de surveillance de la résistance aux antimicrobiens par chaque État membre. Ce qui va permettre d'avoir un répertoire durable contenant des informations sur les résistances aux antimicrobiens et sur l'utilisation et l'efficacité des antimicrobiens. Diapo. Le troisième objectif est de réduire l'incidence des infections. Pourquoi vouloir réduire l'incidence des infections? En effet, il y a un épuisement de la quantité d'antibiotiques disponibles, raison pour laquelle il est primordial de promouvoir la vaccination, promouvoir une meilleure hygiène, ce qui va permettre d'empêcher l'apparition et la dissémination des bactéries résistantes, renforcer les pratiques vétérinaires et agricoles et lutter contre les zoonoses. Le quatrième objectif est d'optimiser l'usage des médicaments antimicrobiens. En renforçant la réglementation de la distribution, et il y a aussi un aspect qu'il faut tenir en compte, et c'est de faire des contrôles de la qualité des antimicrobiens que nous utilisons. Et disposer d'outils de diagnostic efficaces, rapides, peu coûteuses, faciles à intégrer aux pratiques cliniques et vétérinaires. Le cinquième et dernier objectif est de consentir des investissements durables pour lutter contre la rame. Comme je l'avais expliqué tout à l'heure, nous avons constaté qu'il y a une baisse considérable des antibiotiques disponibles et la recherche de nouveaux antibiotiques est au ralenti. D'où il est primordial d'investir dans la recherche de nouveaux antimicrobiens, de mettre au point de nouveaux outils de diagnostic rapide, mais aussi de mettre au point des vaccins. Ici, nous avons donné l'exemple de la tuberculose parce que nous avons remarqué que avec le temps, il y a un développement de multirésistance
Donc, il est vraiment impératif de trouver des alternatives de traitement de la tuberculose. En grand 3, nous allons voir les priorités stratégiques de l'OMS. La première priorité est de renforcer le leadership en faveur de la riposte à la rame. Il s'agit d'une riposte globale, coordonnée à la rame pour obtenir un impact optimal sur la santé publique. Il est nécessaire aussi d'élaborer une vision commune, de parvenir à harmoniser des objectifs et à la responsabilisation partagée entre les parties prenantes. En d'autres termes, il s'agit d'avoir une même vision, que ce soit pour l'OMS, la FAO et l'OIE, d'avoir des objectifs en commun pour atteindre l'objectif global. La deuxième priorité est d'améliorer l'impact en santé publique dans les pays pour lutter contre la rame. L'impératif de santé publique est d'atténuer l'impact de la rame sur les villes, les moyens de subsistance et les sociétés. Et le principe repose sur la réduction de la mortalité et de la morbidité en préservant l'efficacité des antimicrobiens et en assurant l'accès à des services de santé publique centrés sur le patient. La troisième priorité est le recherche et développement pour un meilleur accès à une prévention et à des soins de qualité en matière de rame. Il faut un accès équitable à des vaccins, des produits de diagnostic, des outils numériques et surtout à de nouveaux antimicrobiens efficaces d'un prix abordable. Pour cela, il faut promouvoir l'intérêt scientifique, la recherche, les investissements axés sur de nouveaux outils. Il y a aussi le suivi de la charge de la rame et la lutte contre la rame au niveau mondial. L'objectif est de recueillir des données nationales et mondiales détaillées pour surveiller l'émergence et la propagation de la rame. Et ce sont ces données qui vont permettre de comprendre la charge que représente la rame et d'évaluer les actions menées pour y faire face. Merci de votre aimable attention. Je vais laisser la parole à Anas Aliassim qui va poursuivre la présentation. Mais où est Anas Aliassim? Il vient de me dire qu'il a un problème de connexion. Donc, je vais poursuivre la présentation le temps qu'il arrive. En grand 4, nous allons voir la stratégie de l'OIE dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Cette stratégie est basée sur des objectifs fixés dans le plan d'action mondial et correspond à 4 objectifs principaux. Le premier objectif est d'améliorer la sensibilisation et la compréhension du phénomène de la rame. Ici, nous pouvons dire que au niveau des élevages, il y a eu une utilisation des antibiotiques afin de stimuler la croissance des volailles. Et cela participe à favoriser l'apparition de ces résistances, d'où l'importance de sensibiliser
les personnes évoluant dans le domaine de l'élevage sur une utilisation responsable des antibiotiques. Le deuxième objectif est de renforcer les connaissances au sujet de la rame par la surveillance et la recherche. Ceci grâce à des systèmes de surveillance et de suivi. Il s'agit de bases de données mondiales qui vont être reliées à un système mondial d'information zoosanitaire de l'OIE pour les populations animales de chaque pays et chaque région. Pour le renforcement des connaissances, il faut aussi guider et encourager la recherche sur les alternatives afin de trouver des alternatives aux antibiotiques avec l'utilisation de probiotiques, de prébiotiques ou d'acides organiques. Il faut aussi faire la promotion de la vaccination afin de réduire l'utilisation des antibiotiques. Le troisième objectif est d'encourager la bonne gouvernance et le renforcement des capacités. L'OIE doit s'assurer que les vétérinaires et les paravétérinaires sont bien formés parce qu'ils sont en première ligne. Et ils doivent aussi disposer d'outils de diagnostic permettant de faire un diagnostic rapide. Il faut aussi mettre à la disposition des outils et des lignes directrices afin d'évaluer les risques associés aux antimicrobiens et à leurs usages chez les animaux. L'OIE s'engage à assister les services vétérinaires et ses pays membres pour renforcer leur capacité à développer et à mettre en œuvre des plans d'action nationale de lutte contre la rame. Le quatrième et dernier objectif de l'OIE est de favoriser la mise en œuvre de normes internationales. Il existe des normes et des lignes directrices de l'OIE qui intègrent les meilleures connaissances scientifiques disponibles, qui permettent de fournir une référence mondiale pour une réglementation cohérente, de promouvoir une utilisation responsable et prudente des antimicrobiens, de faire l'analyse du risque, de faire la surveillance grâce à une collecte de données, de faire le suivi et le signalement lorsqu'il y a apparition de résistance. En grand 4, nous allons voir la stratégie de la FAO dans la lutte contre la rame. L'engagement des membres de la FAO à agir dans ce domaine a été confirmé par l'adoption de la résolution 4/2015 à la 39e session de la conférence de la FAO tenue en juin 2015. Cette résolution invite les pays membres de la FAO à agir dans le cadre de l'approche multisectorielle visant à la fois à atténuer l'effet de la résistance aux antimicrobiens sur les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et à réduire la contribution de ce secteur à la menace que représente la résistance aux antimicrobiens. Voici un schéma qui nous montre les 4 domaines prioritaires du plan d'action de la FAO dans la résistance contre la rame. Il s'agit en gros, il s'agit grâce à une bonne gouvernance, nous pouvons faire des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation des antimicrobiens, avoir des éléments concrets sur lesquels se baser pour pouvoir faire la surveillance et le suivi, et aussi mettre en comment dirais-je,
promouvoir les bonnes pratiques en milieu vétérinaire, les bonnes pratiques vétérinaires. Diapo. Comme dans le plan mondial de lutte contre la rame, le premier objectif est de mieux sensibiliser aux problèmes. La pertinence de la question de la résistance aux antimicrobiens dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture n'est pas toujours évidente, tant du point de vue de son impact sur le secteur que du rôle du secteur dans la lutte contre le problème. Ce phénomène prioritaire a pour objet d'encourager la prise de mesures immédiates visant à mieux faire connaître la résistance aux antimicrobiens et en élaborant des produits de communication et de plaidoyer ciblés sur les différents secteurs qui aident les pays à trouver les moyens les mieux adaptés compte tenu de leur culture pour diffuser ces messages clés et comprendre les défis et les risques associés à la résistance aux antimicrobiens. Le deuxième objectif est de renforcer la capacité en matière de surveillance et de suivi de la rame et de l'utilisation des antimicrobiens dans le secteur alimentaire et de l'agriculture. Il s'agit de mettre au point des outils de formation et aussi de mettre au point des modules d'apprentissage électronique sur la résistance aux antimicrobiens, associant l'utilisation d'antigènes et aussi sur l'utilisation d'agents antimicrobiens et les activités de surveillance et de suivi y afférentes. Je vais laisser la parole à Anas Eliassim qui vient d'arriver, comme ça il va poursuivre la présentation. Merci beaucoup, Diara. Bonsoir tout le monde. Bon, on va continuer toujours avec la stratégie de la FAO dans la lutte contre la rame. Donc, la stratégie concernant le... S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le diapo précédent pour que j'arrive à me situer? D'accord. Donc là, c'est le troisième plan de stratégie mis en place par la FAO dans la lutte contre la rame. Donc, il s'agit de renforcer la gouvernance relative à l'utilisation d'agents microbiens et à la rame dans le secteur alimentaire et de l'agriculture. Donc, ce domaine prioritaire a pour objectif d'aider les pays à s'acquérir un engagement politique, n'est-ce pas, d'une politique appropriée et d'un cadre réglementaire ou législatif pertinent. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que la FAO cherche? C'est que chaque pays arrive à avoir une politique, n'est-ce pas, qui va dans le sens de la lutte contre les résistances aux antimicrobiens, n'est-ce pas, parce que tout aussi dépend de la volonté politique de chaque pays membre, n'est-ce pas, pour cette lutte. Et dans ce domaine prioritaire englobe également l'appui fourni par le FAO pour définir les normes internationales en matière de résistance aux antimicrobiens et constituer une base de données scientifiques utile pour l'établissement de ces normes. Donc, non seulement la FAO va exiger aux pays membres de prendre des mesures, mais elle va aussi les aider, les donner des appuis pour ainsi élaborer des plans nationaux au niveau national de chaque pays membre, mais aussi au niveau des lois. Diapo. Donc, promouvoir aussi, le quatrième plan stratégique, c'est promouvoir de bonnes pratiques au sein des systèmes alimentaires et agricoles, ainsi qu'une utilisation prudente des agents antimicrobiens. Donc, ce domaine prioritaire est centré sur l'élaboration et la promotion des mesures concrètes dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture afin de rendre moins nécessaire le recours aux antimicrobiens, de réduire l'emploi
d'agents antimicrobiens et de contenir et de prévenir la progression de la résistance aux antimicrobiens. Comme, bien sûr, comme l'a fait aussi avec l'OMS, donc la FAO aussi va essayer de promouvoir la bonne pratique au sein des systèmes alimentaires et agricoles. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser de façon abusive les antimicrobiens dans l'agriculture ou dans l'alimentation, ils vont essayer de limiter cela et éviter aussi des contaminations alimentaires ou agricoles des microbes. Donc, ce domaine s'appuiera sur les résultats des autres domaines prioritaires. D'accord. Diapo précédent. Donc, ce domaine s'appuiera sur les résultats des autres domaines prioritaires, mais il faut commencer à agir immédiatement pour que les connaissances actuelles débouchent sur une amélioration des pratiques. Donc, ici, qu'est-ce qu'il veut dire un peu par ici? C'est que pour établir ce plan-là, il faudrait que les 3 précédents plans soient mis en œuvre et ce très plan sera juste un plan d'accompagnement. Diapo. D'accord. Donc là, on a ici un peu un schéma qui résume pratiquement tous les plans stratégiques mis en place, n'est-ce pas? Et là, qui concerne la santé humaine, n'est-ce pas? La santé des animaux et la santé de l'environnement, qui sont étroitement liés parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre et ils ont des relations très étroites entre ces 3 santé-là. Donc, d'où le concept One Health qui signifie une seule santé, n'est-ce pas? Donc, là, avec ce schéma aussi, on peut voir dans les périphéries que les maladies infectieuses, n'est-ce pas, humaines, ont une origine, par exemple, là, animale. On a aussi peut-être avec la déforestation, n'est-ce pas, qui risque l'exploitation, n'est-ce pas, qui rend beaucoup plus facile l'apparition de nouveaux agents pathogènes, n'est-ce pas, et ainsi de suite. Il y a aussi d'autres exemples. Donc, c'est un peu, on essaie de montrer un peu cette relation étroite qui existe entre ces trois santé. Diapo. Donc ici, là, on a le plan stratégique national de lutte contre la rame au Sénégal. Donc le Sénégal étant un membre à part entière de comment l'appelle-t-on, de l'OMS, n'est-ce pas, de la FAO et de l'OIE. Donc c'est un pays qui se doit de mettre en place des plans, n'est-ce pas, de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Donc, qu'est-ce que le Sénégal a fait à la suite de la 68e Assemblée mondiale de la santé? Le principe retenu était que chaque État membre devait présenter son plan d'action et à l'occasion de l'Assemblée mondiale plutôt, de la santé de 2017. Donc, au niveau de l'Afrique subsaharienne, plus précisément, le Sénégal a mis en place 2 structures, n'est-ce pas? Le programme national de lutte contre les infections nosocomiales pronaline et la direction des laboratoires. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces deux programmes mis en place, bon, on peut dire qu'elles sont devenues obsolètes, donc elles ont été remplacées par d'autres structures ou d'autres comités, n'est-ce pas, qui sont chargés de cette lutte contre la rame ici au Sénégal. Donc, vu que ce n'est pas encore approuvé, donc on n'a pas assez d'informations concernant peut-être cette nouvelle comité ou ce nouveau comité ou bien ces nouvelles structures qui s'occupent de la lutte contre la rame ici au Sénégal. Donc, concernant aussi la sécurité sanitaire des aliments, n'est-ce pas, le comité national du Codex Alimentarius du Sénégal a mis en place un groupe de travail sur la rame conformément à la recommandation de la 39e session de commission de Codex Alimentarius tenue à Rome en juin 2016 pour gérer la rame au niveau alimentaire. Donc, ça compte la FAO, n'est-ce pas? Donc, le Sénégal étant un pays à part entière, appartenant à la FAO, donc ils ont mis aussi un plan de lutte contre la rame. Donc, sur le plan aussi alimentaire. Donc, sur le plan alimentaire, il va y avoir une surveillance, n'est-ce pas? Et dans le cadre aussi
de l'autocontrôle des industries alimentaires, d'autres laboratoires, à savoir l'ITA, l'Institut Pasteur de Dakar, etc., mènent des activités d'analyse physico-chimique et microbiologique des produits alimentaires et des contrôles de qualité des médicaments vétérinaires. N'est-ce pas? Donc tout ça fait partie de la surveillance comment les appelle-t-on, des résistances aux antimicrobiens mises en place ici au Sénégal. Donc en conclusion, on peut dire que la lutte contre les résistances aux antimicrobiens est devenue une nécessité mondiale et elle implique des préventions, des infections, le respect des mesures d'hygiène de qualité dans les structures de santé, de la vaccination et d'un usage plutôt raisonné des antimicrobiens en santé humaine, animale et environnementale. Et merci beaucoup pour votre attention. Nous avons fait 33, 34. Alors, les priorités stratégiques, on ne peut pas les décrire. Il veut citer les priorités, mais ne pas les décrire. Donc, que ce soit l'organisation, oui, tout ça, au niveau des objectifs, vous citez les priorités, mais pas décrire. On ne peut pas les décrire parce que vous ne voulez pas décrire. Vous n'avez fait qu'énumérer ces trucs, d'accord? Maintenant, c'est au niveau du Sénégal. J'ai l'impression que vous aussi, vous n'entendez pas. La dernière fois, qu'est-ce que je vous ai dit? Je pense que, apparemment, je parle avec des sourds, quoi. Oui, monsieur, vous avez dit que c'est obsolète ce qu'on avait mis. Ah, mais donc vous devez le mettre. Pourquoi vous connaissez? Je vous ai dit. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois par rapport au Pronalin? Je vous ai dit qu'il a été remplacé. L'État du Sénégal a mis, mais c'est déjà fait. Il y a la direction de la qualité, de la sécurité et de l'hygiène hospitalière qui remplace avec des prérogatives plus larges. Et je vous ai dit que la RAM maintenant est gérée au niveau de la présidence. Mais maintenant, comme il y a le Premier ministre, c'est au niveau de la primature, dans le cadre du secrétaire général du gouvernement, avec le Haut Conseil national de sécurité sanitaire mondiale, One Health, qui a ce qu'on appelle le groupe thématique RAM, avec des experts, des spécialistes dans tous les domaines. Et je vous ai dit qu'au niveau des ministères, il y avait des points focaux. Mais comme la RAM c'est beaucoup accentué, beaucoup plus développé au niveau du ministère de la Santé, le ministère de la Santé a été pris comme leader de ce truc. Mais c'est le Haut Conseil national de sécurité sanitaire qui gère ça. Donc, qui englobe tous les ministères concernés. La dernière fois, je vous ai dit, les ministères de la Santé, de l'élevage, de l'agriculture, du commerce, le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, le ministère, tous ces ministères sont compris. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas essayé de chercher, parce que si vous avez mis direction de la qualité de la sécurité et Haut Conseil national de sécurité sanitaire, et la dernière, les documents que je vous ai donnés, je vous ai envoyé la composition du Haut Conseil national de sécurité sanitaire, vous devez voir qu'il y a le groupe thématique RAM, et vous n'avez pas bien recherché. Alors, tout le reste, je n'ai rien à dire parce que c'était ça l'objectif. Et il fallait insister aussi, l'autre ne l'a pas bien fait, ta collègue, surtout, il y a le domaine de l'hygiène. L'hygiène, vous n'avez pas beaucoup accentué, mais il fallait accentuer beaucoup sur l'hygiène. Quoi? L'hygiène est au début à la fin de la lutte contre la rame. Pourquoi? Parce qu'on parle de rame, surtout en ce qui concerne les bactéries, c'est une infection, une transmission. Donc, s'il y a une bonne hygiène, le lavage des mains, une bonne hygiène individuelle et collective, il y aura moins de maladies. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de pathologies, mais les pathologies vont beaucoup diminuer, que ce soit surtout les maladies diarrhéiques, mais aussi les maladies respiratoires. Parce que les maladies respiratoires aussi, souvent, c'est nous-mêmes qui sommes contaminés, même si parfois, il y a le blanc, il y a les gens qui touchent autour, mais le fait d'avoir ces germes dans nos mains et qu'on touche notre visage, les études l'ont montré plus de 50 fois, c'est ça qui est à l'origine de l'infection. Il y a quelque chose, par contre, vous n'avez pas beaucoup insisté dans la stratégie de l'Organisation mondiale de la santé, et surtout Madjara Madianesal, c'est les vaccins. La dernière fois, j'en ai parlé, la vaccination. Parce que la vaccination, c'est vrai que ce n'est pas permis pour toutes les bactéries d'avoir
comment on appelle, un antigène immunisant qu'on peut utiliser comme vaccin. Et pour les bactéries pour lesquelles il y a un vaccin, il faut insister à la vaccination. Parce que n'oubliez pas, en se vaccinant, on se prévient d'une infection de la bactérie pour laquelle on cherche à éviter. Donc, il n'y aura pas d'infection. Et si cette bactérie présente une résistance aux antibiotiques, les personnes ou bien les animaux ne vont pas être infectés, donc on va ne pas avoir ce problème. Il fallait insister sur ces deux choses. Par contre, il y a quelque chose que vous n'avez pas beaucoup insisté, c'était par rapport maintenant à la non-commercialisation de nouveaux antibiotiques. Ça, il faut dire que les industriels, c'est une politique c'est une priorité que les politiques doivent taper sur la table pour que les industriels puissent travailler, même si on sait que ça ne donne pas beaucoup d'argent. Donc, globalement, c'est ça, mais la dernière partie, il faut le retravailler. D'accord, maintenant, le troisième groupe pour terminer. J'attends le troisième groupe pour la présentation. Je prends un appel et je vous dis. Allô? Allô? Oui. Oui, ça va bien. Ça va bien. C'est que l'agence? Alors, ma femme va le prendre pour moi. D'accord, merci. Ok, merci. Professeur, Votre titre là, vaccin sous unité, c'est pas avec CS. Il y a beaucoup de vaccins sous unité. prof, professeur. Je vous entends. Oui, je voulais demander donc allez-y. Concernant le Sénégal. Hein? Oui, je disais qu'on va juste reprendre la troisième partie concernant le Sénégal. Le Sénégal, il faut le retravailler. D'accord. Monsieur, un peu. Vous pouvez commencer, c'est bon. Bonsoir dans l'ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir les vaccins sous unité anatoxine et polysaccharides capsulaires, qui sera présenté par Yoria et Ibrahim Omar Kondé. Ce présent cours nous vise à atteindre les objectifs suivants. Définir le vaccin des sous-unités anatoxine, définir le vaccin sous-unité polysaccharides et décrire le mode de synthèse des vaccins sous-unités anatoxine, décrire le mode de synthèse des sous-unités polysaccharides capsulaires, décrire le mode d'action des vaccins sous-unités anatoxine, décrire le mode d'action des vaccins sous-unités polysaccharides capsulaires. Et enfin, de citer 3 applications des vaccins sous-unitaires. Pour atteindre ces objectifs, nous avons élaboré un plan qui consiste au 1 de voir les vaccins sous unités d'anatoxine. L'exemple par exemple, anatoxine tétanique. Et au 2, des vaccins sous unités polysaccharides capsulaires, exemple par exemple, des antipneumocoques. Et au 3, nous allons voir les applications et finir par une conclusion. Un vaccin à sous-unité polysaccharides est une substance constituée de parties inactivées par formol et par la chaleur, caractérisée par la perte de ses propriétés toxiques tout en ayant gardé ses conserves, sa structure et sa propriété immunisante. Un vaccin à sous-unité polysaccharides capsulaires est un vaccin inerte constitué de parties osidiques purifiées constituant essentiel de la capsule de certaines bactéries, nécessaires pour induire une immunité protectrice.
L'intérêt de ces cours, l'intérêt préventif pour la maladie chronique, maladie infectieuse et contre l'antibiorésistance, la recherche épidémiologique, fabrication de vaccins, actualisation des vaccins, commercialisation et contrôle de l'efficacité. En pharmacovigilance, surveillance des nouvelles associations de vaccins sous unité et d'interaction avec l'autre. Donc, on va attaquer les vaccins sous unité anatoxine. Leur composition, les vaccins sous unité anatoxine sont composés de l'antigène vaccinal qui provient d'une substance qui provient d'une bactérie. Et on peut pour rendre aussi le vaccin plus efficace, on ajoute aussi des additifs. Des additifs qui peuvent être soit un adjuvant, des conservateurs, des stabilisants et des surfactants. Gaspo. La virulence des bactéries à multiplication extracellulaire dépend des exotoxines qu'elles libèrent. C'est les vaccins à sous-unité d'anatoxine et il induit une réponse immorale, mais leur réponse cellulaire est faible. Leur réponse cellulaire est accentuée par l'adsorption des additifs tels que les adjuvants. Comme l'avons si bien indiqué, ça induit une réponse immorale. Donc, leur mode d'action se présente sur 4 phases. La première phase, c'est la phase de reconnaissance de l'antigène par les cellules présentatrices d'antigène. Par les lymphocytes B, ils seront activés. Et puis, en phase D, ils se multiplient pour donner des lymphocytes B mémoire à faible affinité et des lymphocytes B actifs. Puis, les lymphocytes B actifs se transforment en plasmocytes pour produire des anticorps. Et ces anticorps seront neutralisés par les antigènes et puis phagocytés par les phagocytes pour conduire à une réponse immunitaire. Et ce vaccin est obtenu d'après ces étapes suivantes. 1. La constitution du banque de germes. Notre banque de germes doit être bien identifiée, ça ne doit pas être, le contenu ne doit pas être mélangé. Nous devons dire oui, ici c'est soit le Clostridium tétanique que nous avons ici, ou bien c'est la bactérie de diphtérie avant de faire la fabrication. Une fois que c'est bien identifié, on passe en mise en culture. La mise en culture aussi, nous devons respecter les conditions nécessaires. Et puis, en mise en culture, la toxine que la bactérie va produire à ce niveau, nous allons récolter cette toxine et purifier cette toxine, puis on concentre la toxine soit par la centrifugation et la purification qui consiste à enlever les impuretés, puis on l'inactive la substance, soit par la chaleur ou par le formaldéhyde. L'inactivation qui consiste à faire perdre le pouvoir pathogène de la substance tout en gardant ces substances antigéniques. Et la fabrication des valences antigéniques. Les valences qui sont obtenues maintenant, s'il s'agit d'un vaccin combiné, nous voulons un vaccin combiné, c'est-à-dire qui peut traiter, qui sera polyvalent. Donc, à ce niveau, on fait l'association des différentes valences pour pouvoir former un seul vaccin. Puis, on passe par la formulation. La formulation qui consiste à l'ajout des additifs. Ces additifs sont les suivants. Des surfactants, on ajoute des surfactants pour empêcher l'agglutination et la sédimentation des éléments qui contiennent dans la substance. Ou des stabilisants pour maintenir la stabilité des éléments. Ou des conservateurs pour empêcher la contamination des substances une fois dans les flacons. Des adjuvants peuvent être ajoutés aussi pour améliorer l'efficacité et l'immunogénicité du vaccin. Puis, on lyophilise la substance, on lyophilise pour lui faire perdre sa molécule d'eau pour que ça soit en poudre. Si c'est le vaccin en poudre, c'est facile à conserver que si c'est en liquide. Puis, on fait la répartition aseptique, c'est-à-dire les mettre dans les flacons par millilitre, de 0,5 millilitres par flacon. Une fois que nous avons produit le vaccin, avant de le mettre au marché, ça doit passer par ces textes d'abord. Soit
Pour voir l'innocuité et l'antigénité de l'immunosité, on passe par le texte sur les animaux, dont nous verrons ça un peu devant. Ou le texte d'Elisa nous permet la détection et du dosage de l'antigénicité des éléments ou de l'immunosité aussi. De l'immunogénicité. Pour déterminer le pH aussi, on détermine le pH par un appareil de pH-métrie pour voir l'acidité des vaccins. Puis, on passe par le dosage calorimétrique pour voir est-ce que la chaleur n'a pas eu d'impact sur la protéine ou le format aldéhyde. Puis, on passe aussi par la technique de fluorescence pour voir réellement l'antigène qui est présent dans le vaccin. Est-ce que l'antigène n'est pas dénaturé? Puis, on passe par autre analyse qui est SDS-PAG, qui est uniquement que de l'électrophorèse, pour voir les impuretés de la protéine, la stabilité, la pureté et l'altérabilité du vaccin. Et la chromatographie en phase liquide est nécessaire pour voir quels sont les éléments qui existent dans le vaccin et quels sont les éléments qui ne sont pas présents à ce niveau. Ça c'est l'exemple de texte sur les animaux que nous avons fait. Au préalable ici, nous avons vu que la toxine tétanique tue les souris. Et nous avons injecté de la souris B de l'anatoxine tétanique. Après 10 jours, nous avons injecté de la toxine tétanique aussi. Nous avons vu que la souris a survécu. Donc, nous avons dit, voyons, est-ce que l'anatoxine tétanique, une fois qu'on injecte à une souris, ça peut protéger la souris contre plusieurs types d'infections? Car la souris a survécu ici. Nous avons dit, OK, passons par la deuxième expérience. Nous avons injecté l'anatoxine tétanique de la souris C et après 10 jours, nous avons injecté aussi de la toxine diférique. Nous avons vu que la souris n'a pas survécu. C'est ce qui explique la spécificité de l'anatoxine. Et puis, la deuxième expérience à ce niveau ici, ça, c'est la transférabilité des anticorps. Nous avons injecté de l'anatoxine à un lapin A, puis après 15 jours, il a développé des anticorps. Puis, nous avons prélevé ces anticorps-là et l'injecté un autre lapin C. Après 24 heures, nous avons injecté de la toxine tétanique encore. Nous avons vu que le lapin a survécu. Après, l'expérience était là aussi pour voir est-ce que quand il y a transférabilité des anticorps là, c'est la spécificité ou bien ça ne détermine pas la spécificité aussi. Nous avons injecté du même sérum encore, c'est un autre lapin D. Et puis après 24 heures, nous avons injecté aussi de la toxine diphtérique. Nous avons vu que le lapin n'a pas survécu. 1 mg de toxine pure contient 10 millions de doses létales pour la souris et la dose létale pour l'homme serait de 0,1 à 0,2 mg. Chaque dose de vaccin contient 0,5 ml et 5 LF d'anatoxine associés à des adjuvants comme le composé d'aluminium 1,25 mg pour le sel de calcium 1,3 mg par dose humaine. Souvent, à la première dose, la protection n'est pas complète, elle est incomplète. Mais si la majeure partie des personnes vaccinées, on assiste à une protection lors de la deuxième dose, mais ce n'est pas total. Et une fois que la troisième dose est administrée, il y a la protection de l'immunité. C'est presque les 100% vaccinés. Et l'intervalle entre les doses vaccinales, ça doit être au moins 4 semaines. Nous avons la liste de quelques vaccins qui contiennent des éléments anatoxines. Donc, normalement, les anatoxines monovalents, nous avons la toxine tétanique, le vaccin tétanique qui est préparé au Pasteur. Et les polyvalents, nous avons plusieurs types de vaccins où on peut rencontrer des antitétanos à l'intérieur, comme de la diphtérie à l'intérieur aussi. Tels que nous avons le Dactacel, nous avons Rivacis, nous avons Kirix, etc. Nous avons le calendrier vaccinal après Covid-19 en 2022 qui a été élaboré pour
du vaccin combiné de DTCAP, le vaccin DTCAP. C'est les enfants, 2 mois, on l'administre une dose. Au 4e mois, on donne encore une nouvelle dose. 11e mois, on donne encore une dose. À 6 ans, il revient, on donne une dose. Et un rappel nécessaire pour tous les autres 10 ans après les 6 ans. Chaque 10 ans, un rappel est nécessaire, c'est l'enfant pour les protéger. Et c'est les adultes, si au préalable d'abord, le DTPCA qu'il avait reçu comme du vaccin, l'intervalle ne dépasse pas les 5 ans, mais si ça n'a pas atteint les 5 ans, donc on veut faire un rappel, donc on peut lui donner du DTP, c'est-à-dire diphtérique, tétanos et poliomyélite. On peut donner de ces vaccins. Mais si ça dépasse les 5 ans, donc il est nécessaire aussi de lui donner le DTPCA. À 45 ans, il est préférable de donner aussi des vaccins. À 65 ans aussi, le rappel est nécessaire. Et après 65 ans, le rappel est nécessaire pour tous les 10 ans. Chaque 10 ans, un rappel nécessaire. Chaque 10 ans, un rappel est nécessaire. L'avantage et l'inconvénient. L'avantage des vaccins, l'efficacité et une immunité quasiment parfaite, la sécurité de l'organisme est plus stable et la stabilité de la santé, l'accord de l'association et la combinaison avec d'autres vaccins, facile à produire de l'immunité chez le sujet vacciné. Les inconvénients, existe le rappel, existe plus de temps de contrôle, défaut de conservation à cause de l'aluminium, existe des effets secondaires. L'exemple du vaccin utilisé, c'est l'anatoxine tétanique. Le vaccin tétanique absorbé est une suspension pour injecter en flacon une dose de 0,5 ml. Le seringue, c'est un seringue de 0,5 ml aussi. Le bouchon du flacon ne doit pas contenir du caoutchouc naturel. L'antigène d'anatoxine tétanique doit être environ de 5 LF. L'adjuvant, on peut utiliser le phosphate d'aluminium 1,5 mg. Le format aldéhyde inférieur à 100 microgrammes. L'anatoxine tétanique est préparée à partir d'une source Clostridium tétanique. La toxine est convertie en anatoxine par l'addition du formaldéhyde concentré puis purifié. C'est le sément de la production de l'anatoxine. Au départ, nous avons la source de la bactérie, le Clostridium tétanique, puis nous avons passé en mise en culture comme le processus de la fabrication a bien identifié. On fait mise en culture, puis la liste des bactéries, la bactérie va produire des toxines, on récolte la toxine, puis on concentre la toxine par la centrifugation. La toxine obtenue, on purifie cette toxine. La purification peut se passer soit par diafiltration et la filtration. Puis on détoxifie la substance au formaldéhyde. On obtient de l'anatoxine tétanique brute. Maintenant, pour avoir de l'anatoxine tétanique purifiée, on assiste aussi à une concentration et purification. On enlève les impuretés et puis on passe à une nouvelle centrifugation ou par la précipitation ou par dialyse pour obtenir de l'anatoxine tétanique purifiée qui est prête à vacciner les sujets. Nous avons le mode d'action de l'anatoxine antitétanique. L'anatoxine antitétanique, nous avons 2 sujets ici. Le premier sujet n'a pas reçu de vaccin et le deuxième sujet a reçu de vaccin. Le premier sujet qui n'a pas reçu de vaccin, une fois qu'il y a l'infection avec la bactérie du Clostridium tétanique, quand la bactérie produit des toxines directement, la toxine va essayer d'infecter la cellule et la cellule ne va pas survivre. Et pour deuxième expérience, une fois que la cellule avait déjà reçu du vaccin, dès qu'il y a une nouvelle infection, les anticorps vont attaquer les antigènes. Il y aura l'interaction à ce niveau pour la neutralisation des antigènes. Donc, la toxine ne pourra pas avoir de l'effet sur son hôte. Nous avons le calendrier
vaccinal ici pour prévenir le tétanos néonatal. Une femme qui a été infectée, à la première contact, on lui donne des vaccins d'anatoxine tétanique. Après un mois, on lui donne encore des vaccins anatoxine tétanique 2. Après 6 mois, ou en cas de grossesse, même si les 6 mois ne sont pas au complet, si elle tombe enceinte, donc on administre encore la troisième dose, ou après un an, ou même si les 1 an ne sont pas atteints, s'il y a la grossesse encore, on administre la 4e et la 5e dose aussi. Ok, merci Laikonde. Je vais continuer avec les vaccins sous unité de polysaccharides capsulaires. Donc, nos polysaccharides capsulaires sont des polymères à poids moléculaire élevé avec une complexité, avec une origine très complexe et structure très complexe chez les bactéries surtout. Ils ont cette capacité d'activer la réponse immunitaire, donc ils sont des immunogènes. Ils ont aussi cette capacité de se fixer sur des récepteurs communs tout en stimulant facilement la production des anticorps. La virulence de la capsule dépend surtout des polysaccharides de la capsule, des polysaccharides qui forment cette capsule et donc ces sérotypes. Donc, on a ici l'exemple de sérotypes 3 et 4 de Streptococcus pneumoniae qui forment cette capsule et qui sont plus virulents que d'autres sérotypes même qui forment cette même capsule. Il y a l'existence de ces mutations des gènes de synthèse pour certains sérotypes. Donc, une fois ces gènes-là mutés, ça peut augmenter la létalité. Donc, à l'exemple de sérotype 3 et 2 de Streptococcus pneumoniae. Les polysaccharides capsulaires existent bien chez les grammes négatifs, mais aussi majoritairement chez les grammes positifs. Ils sont liés à la membrane externe ou au peptidoglycan par des liaisons des liaisons ester. La composition de ces polysaccharides, à part de nos vaccins, à part la composition, à part l'existence de ces polysaccharides capsulaires, mais il y a d'autres composants avec des fonctions précises qui peuvent nous garantir plus d'innocuité. Il s'agit donc des excipients qui vont servir à faciliter l'absorption des vaccins dans l'organisme, à améliorer la durée de conservation. Et ces excipients peuvent être des adjuvants qui vont absorber la protéine vectrice des polysaccharides capsulaires. Ils vont améliorer la réponse immunitaire au vaccin en prolongeant la présence des vaccins au point d'injection. L'exemple de celle d'aluminium, l'hydroxyde de sodium. Il y a aussi des conservateurs qui vont empêcher la contamination des vaccins une fois le flacon ouvert, à l'exemple de thiomersal et de phénol. Il y a aussi des stabilisateurs qui vont empêcher les réactions chimiques de se reproduire une fois sur le flacon. Il y a des diluants, donc le plus couramment on utilise l'eau. Les surfactants aussi qui peuvent empêcher la sédimentation et l'agglutination de tous ces composants dans le vaccin. On sait que la virulence de la capsule repose sur les polysaccharides. Et ces polysaccharides nous ont permis de déterminer 2 types de vaccins. Il s'agit de vaccins, soit nos polysaccharides-là sont non conjugués, donc ils sont formés juste des sérotypes, et dans ces cas, ils vont induire une réponse de type thymo indépendante. Dans un autre cas, ces polysaccharides-là vont être conjugués à une protéine qui leur sert de vectrice et qui va induire plus une réponse de type thymo indépendante et par la suite générer des cellules mémoire. Donc, pour plus de différenciation, ces polysaccharides conjugués à une protéine ont quelques similarités avec les vaccins inactivés à entier et les vaccins inactivés sous-unitaires tels l'anatoxine. Et même pour la conjugaison, on peut utiliser, par exemple, contre le pneumocoque ou le méningocoque, une anatoxine diphtérique, une anatoxine tétanique, mais plus fréquemment, on utilise la toxine diphtérique, la variante toxine de la toxine diphtérique, le CRM 197. Pour les polysaccharides, les vaccins polysaccharidiques non conjugués, donc comme je l'ai dit tantôt, ils sont formés d'un seul sérotype ou de plusieurs sérotypes qui sont récombinés, mais ces vaccins restent moins immunogènes chez l'enfant de moins de 2 ans. La fabrication se fait selon 3 étapes qui sont fondamentales. Après la mise en culture, donc on fait l'extraction de ces polysaccharides-là qui vont par la suite être purifiés pour rompre toute liaison faite avec les polysaccharides. Et par la suite, ils vont être conjugués selon le type de vaccin qu'on a besoin.
Mais il existe aussi d'autres étapes essentielles pour plus garantir d'immunité. Il s'agit de l'assemblage des valences, à part la combinaison, l'assemblage des sérotypes, mais il peut y avoir aussi des associations. Pour l'assemblage des sérotypes, bon, ça dépend du nombre de sérotypes qu'on veut associer, qu'on veut assembler. Par exemple, on peut avoir un vaccin à 23 sérotypes, on peut avoir un vaccin avec 7 sérotypes. L'exemple, par exemple, on peut prendre le pneumovax qui est formé de 23 sérotypes. On l'appelle, il est donc un vaccin à 23 valents. Pour les associations, on peut associer un vaccin avant la synthèse. Donc, par exemple, le pentavac ou l'hémophilus influenza, les polysaccharides de l'hémophilus influenza qui sont associés à d'autres vaccins d'anatoxine diphtérique, tétanique et autres. À noter que l'association et l'assemblage des valences ne diminue pas la valeur antigénique de chacun des vaccins, mais renforce cette immunité plus que les mêmes doses injectées séparément. Pour le mode d'action, on a parlé de 2 types de réponses. Donc, la première de réponse de type indépendante, donc si nos polysaccharides n'ont pas été conjugués. Donc, ils vont être reconnus par les lymphocytes, les cellules présentatrices d'antigènes, les lymphocytes B, et par la suite, les lymphocytes B vont activer et stimuler les plasmocytes pour produire des anticorps à faible affinité, tels que les IgG2, les IgM. Mais pour la réponse de type chimodépendante, où il y aura une conjugaison avec les polysaccharides, donc ils vont être reconnus par les CPA et aussi les lymphocytes B, et par la suite, le lymphocyte B ou CPA présentera cet antigène glucopeptidique aux lymphocytes auxiliaires qui vont activer les plasmocytes, activer les cellules mémoire, et les plasmocytes-là vont produire des anticorps à forte affinité, tels que les IgA et les IgA3. Donc, on a certains exemples ici des vaccins qui sont non conjugués. Il s'agit de TIFI-M, le 6, des polysaccharides capsulaires contre des polysaccharides capsulaires de Salmonelle typhi. Il y a le pneumovax qui est contre le 23 sérotype de Streptococcus pneumoniae. Pour les vaccins conjugués, on peut citer l'exemple de... Bon, ils sont aussi conjugués, mais aussi combinés à d'autres vaccins. Donc, on peut avoir des vaccins, par exemple, contre l'hémophilus influenza, mais aussi, il y a cette combinaison avec un vaccin inactivé atténué. Il y a tel exemple de Pentacell, mais il y a aussi le Comvax, où on trouve qu'il y a aussi des vaccins qui sont recombinés ici. Des vaccins recombinés qui sont associés. Bon, il y a le Menactra aussi, qui est un vaccin conjugué, qui est contre le Neisseria meningitidis et ses sérotypes, mais il est aussi associé à une anatoxine diphtérique et tétanique. L'avantage de ces vaccins et les inconvénients, les avantages, c'est qu'ils sont plus sécuritaires et plus stables, ils sont efficaces surtout une fois conjugués, ils offrent une forte réponse humorale mais aussi cellulaire, ils accordent l'association avec une bonne tolérance. Comme inconvénient, il y a cette complexité à fabriquer, surtout avec la conjugaison, la combinaison. Il exige des doses de rappel, ils sont moins efficaces pour limiter une épidémie ou diminuer le portage. Les vaccins polysaccharides, comme on l'a dit tantôt, sont moins immunogènes chez l'enfant de moins de 2 ans. Donc, il y a aussi cette induction des phénomènes d'immunotolérance qui rend chaque nouvelle vaccination par le même vaccin moins efficace que la précédente. À noter aussi qu'un vaccin contre un sérotype donné n'est donc pas le plus souvent efficace contre un autre sérotype. Donc, on peut juste plus expliquer avec un exemple de vaccin qui est le vaccin antipneumococcique. Donc, les CPS ou les polysaccharides capsulaires des pneumocoques, avec le Streptococcus pneumoniae à 91 sérotypes qui sont identifiés et dont 23 ils sont impliqués dans des vaccins. Mais les spectres de type dominant de ces sérotypes varient en fonction de l'âge, du moment et aussi de la région géographique. Par exemple, au Sénégal, on n'a pas le même sérotype qu'en Danemark, au Côte d'Ivoire ou au Comores, par exemple. Et en plus, les 20 sérotypes sont responsables de plus de 70% des pneumonies invasives. Dans l'ensemble, il y a cette impossibilité de déterminer le sérotype étiologique à cause des mutations. Par rapport aux vaccins, bon, ça dépend de sérotypes qui permet de distinguer plusieurs vaccins à valence diverses. Et la réponse à ces vaccins dépend du site de l'infection, de l'importance aussi de l'infection, des caractéristiques du germe, mais aussi de l'hôte. Exemple, il y a les vaccins non conjugués à 23 valences
qui n'induisent pas, qui n'induisent pas la production des anticorps chez les enfants de moins de 2 ans, mais aussi ils n'induisent pas la production des anticorps chez les sujets qui présentent des déficits immunitaires et même protègent rarement contre les infections non invasives. La fabrication de ces vaccins antipneumococciques s'est fait de la même étape, après l'extraction de notre polysaccharide, il y aura cette purification pour éliminer tous les contaminants, toutes les liaisons. Et puis, il y aura cette conjugaison qui peut se faire avec des réactions d'amination réductrice ou des alkylations, etc. Et par la suite, on peut faire des assemblages de toutes les valences ou associés des vaccins, d'autres vaccins. Bon, pour les vaccins antipneumococciques, on a plusieurs vaccins et c'est classé par rapport à des valences. On a des vaccins à valence non conjuguée. On peut prendre l'exemple de vaccins pneumococciques à 23 valences de Aventis Pasteur. Il y a à 15 valences qui sont non conjuguées, à 15 valences le vaccin Sarbache, à 17 valences le Moniarix, le pneumo 23 qui est remplacé par le pneumovax, de même pour le pulmovax qui sont à 23 valences. Mais on va travailler plus sur le pneumovax, montrer sa composition. Pour les vaccins à valence conjuguée, il y a le Prevnar à 7 valences qui est aussi conjugué. Donc, un de sérotypes ou deux de sérotypes peuvent être conjugués à une protéine vectrice. Le Prevnar 20 qui est aussi conjugué absorbé, le Prevnar 7 absorbé aussi, le Prevnar 13 qui est à 13 valents qui sont conjugués aussi absorbés plutôt, les Synflorix qui est conjugué à 10 valents, etc. Donc, on va prendre l'exemple, comme je l'ai dit tantôt, de Pneumovax et Prevnar 13. Pour le vaccin, la composition de ce vaccin, c'est un vaccin qui est non conjugué. Il est formé de 23 valents. Donc, une dose contient 0,5 ml et il est formé de 23 sérotypes, dont chacun des sérotypes contient une concentration de 25 microgrammes. Il est accompagné par des excipients, tels le phénol pour la conservation, le chlorure de sodium à 23 mg et aussi de l'eau. Le Prevnar 13, sa composition, c'est une dose contient 12 sérotypes avec une concentration de 2,2 microlitres, mais le sérotype 6B, contient une concentration doublée, le 4,4 microlitres. Il est aussi accompagné par des excipients tels le sérotype 23F, qui est conjugué par le sérotype 197 à une concentration de 32 microlitres. Et cette même protéine, elle est absorbée par le phosphate d'aluminium et qui est de concentration 0,125 microgrammes plutôt. Et milligrammes plutôt. Et puis il y a l'eau. Le calendrier vaccinal, il y a des recommandations pour les choix et aussi ce calendrier. Le choix, à noter que le choix et le schéma vaccinal dépendent de l'âge, l'existence des facteurs de risque et aussi des vaccins qui ont été reçus antérieurement. Les vaccins conjugués sont de préférence administrés avant les vaccins non conjugués pour stimuler plus cette mémoire, la production de mémoire. Il y a la combinaison des vaccins à valence pour compléter les doses de rappel, mais avec les mêmes doses de valence. Certains vaccins sont administrés en présence de facteurs de risque, comme le cas de pneumovax en cas de risque. Les vaccins non conjugués sont peu immunogènes, on a dit ça. Il est recommandé aussi pour les sujets ou les nourrissons surtout qui ont reçu plutôt des vaccins non conjugués, de continuer le schéma vaccinal avec des vaccins non conjugués. On va parler plus du calendrier vaccinal de Prevnar 13 et Pneumovax, pour les enfants qui n'ont pas de risques et qui sont âgés de 2 ans, seulement les vaccins non conjugués, donc les vaccins plutôt conjugués, le Prevnar 13 qui est valable ici. Donc, les enfants de 10 à 6 mois doivent recevoir une dose de Prevnar à 2 mois, puis une dose à 4 mois, puis une dose de rappel à 11 mois. Les enfants de 7 à 11 mois qui n'ont pas une vaccination antérieure, ils vont recevoir 2 doses à 2 mois d'intervalle avec un rappel un an plus tard. Pour les enfants de 12 à 23 mois sans vaccination antérieure, ils vont aussi recevoir 2 doses de Prevnar au moins 2 mois d'intervalle. Pour les enfants âgés de 2 à 5 ans, bon, ceux qui ont reçu une vaccination antérieure avec le Prevnar vont aussi recevoir une autre vaccination après l'âge de 2 ans de Pneumovax. Pour ceux qui n'ont pas reçu une vaccination antérieure, ils vont recevoir 2 doses de Prevnar qui sont espacées de 8 semaines. 2 doses, une de Prevnar et une de Pneumovax. Pour les personnes âgées de plus de 5 ans ou 5 ans qui sont immunodéprimées ou pas, à risque d'infection, bon, s'ils ont reçu une vaccination antérieure
pu une dose de pneumovax après 8 mois plus tard, après la dose de Prévenant. S'ils ont eu une vaccination antérieure depuis plus d'un an avec le pneumovax, donc ils vont prendre le Prévenant 13, une dose, puis le pneumovax après 5 ans. Pneumovax, et après 5 ans, ils vont reprendre aussi une troisième dose de pneumovax. Avec les vaccins, avec ceux qui ont eu aussi des vaccins antérieurs avec le Prévenant 13 maintenant, bon, ils vont prendre une dose de pneumovax, puis après 5 ans, ils vont reprendre aussi une dose de pneumovax. Les vaccins sous-unitaires sont appliqués sans cette nécessité parce qu'ils ont dans le cadre, ils facilitent, ils sont appliqués surtout, c'est pour la prévention. Et cette prévention résulte surtout sur la prévention des maladies infectieuses. Ils sont aussi recommandés, ces vaccins unitaires, même recommandés et même parfois certains sont obligatoires. Et on demande surtout des diagnostics vaccinaux, surtout chez les voyageurs, chez les femmes enceintes et chez les nouveau-nés. Par exemple, on a le vaccin contre le méningocoque qui est nécessité, recommandé pour les voyageurs en Afrique et subsaharienne et aussi les pèlerins. Le vaccin antitétanique aussi qui est obligatoire pour les femmes enceintes et aussi les nouveau-nés. Il y a aussi l'importance de la surveillance épidémiologique des sérotypes qui nous permet d'étudier plus l'impact de vaccins à long terme. Les sous-unitaires aussi, les vaccins sous-unitaires, anatoxine et polysaccharides capsulaires constituent une approche innovante thérapeutique dans la mesure où ils vont contribuer à la réduction du recours aux antibiotiques, mais aussi à la réduction de la résistance. Donc, en pharmacovigilance, on réfléchit plus sur l'efficacité des combinaisons, comment avoir une bonne combinaison sans avoir plus d'effets secondaires. Et plus, ils vont réfléchir sur les effets secondaires qui ont été dus par cette combinaison ou par cette conjugaison et donner plus d'assurance de ces vaccins. Exemple, on a Pneumovar et Pneumovax qui ont, même s'ils ont ces différences stéréotypiques, mais il y a des effets indésirables qui sont plus fréquents chez Prévenant. Peut-être que c'est dû à cette protéine qui est associée, qui est conjuguée à ces stéréotypes. Et aussi des adjuvants qui ont été accompagnés. Par conclusion, les vaccins unités sont produits à partir des fragments antigéniques capables d'induire une réponse immunitaire, bien que faible sans mémoire à la première vaccination, mais l'utilité des doses répétées, la conjugaison et l'absorption conduisent à une protection forte, stable et durable. Ces vaccins sont plus ou moins faciles à produire et facilement utilisés. Mais la conservation et les mutations des souches imposent un contrôle et l'actualisation aussi des vaccins. Ces vaccins peuvent se combiner avec d'autres vaccins unités ou non pour renforcer l'immunité, mais cela n'affecte pas l'effet effectif des vaccins individuels. Ces vaccins peuvent constituer une perspective pour la lutte contre la multirésistance de certains germes, malgré que le public considère moins la vaccination. Les adjuvants, les excipients, les conservateurs, etc. sont plus des excipients, influencent l'efficacité des conservations et aussi l'action des vaccins unités d'anatoxine et de polysaccharides capsulaires, dans la mesure où ils peuvent être néfastes et agir progressivement dans notre corps, comme le mercure ou l'aluminium, qui peuvent causer des cancers. Merci pour votre attention. Nous avons fait 34, 5 à 5. Dieu, quand vous parlez, vous respirez au moins. Alors, c'est pareil pour vous. Hein. Je ne suis pas content de vous, même si vous avez fait beaucoup de changements. La dernière fois, je vous avais dit, vous avez pris l'exemple de l'anotoxine tétanique et les vaccins polysaccharides à pneumocoque. Mais je vous ai dit, quand vous décrivez les vaccins, et ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel, mais faites-nous la liste de tous les vaccins sous unité d'anotoxine. Et vous êtes têtus. Vous nous faites la liste, après vous faites les associations. Hein? Et vous êtes têtus. Hein? Le cours, ce n'est pas vaccin anotoxine tétanique, vaccin polysaccharide capsulaire antipneumocoxique. Ça, vous les prenez comme exemple de vaccin, mais je vous ai dit chaque fois, quand vous décrivez, mettez la liste des vaccins anotoxines et les vaccins antipolysaccharides. C'est ce que vous n'avez pas fait. J'ai l'impression que vous ne comprenez rien de ce que je vous dis. Si on regarde bien, vous avez plus parlé des vaccins d'un vaccin sous unité anotoxine tétanique, polysaccharide, c'est le pneumocoque. Et quand vous êtes arrivé au niveau des, comment on appelle ça, des calendriers vaccinaux, on ne te demande pas de citer, tu dis,
en fonction de l'âge, les appels ne sont pas les mêmes, mais tu as pris beaucoup de temps pour le vaccin antipneumococcique, alors qu'il y a d'autres vaccins capsulaires, tu n'en as pas parlé. Je n'ai rien à dire dans la présentation, il y a beaucoup de, mais c'est au niveau. Quand vous parlez des vaccins, mais je vous ai dit, faites-moi un tableau de tous les vaccins anatoxines et vous faites la même chose pour les polysaccharides capsulaires. Mais à ce moment-là, on ne vous demande pas de particulariser les vaccins pour une bactérie, mais vous nous faites la liste des bactéries où on a un vaccin anatoxinique et un vaccin polysaccharide capsulaire. Est-ce que vous m'avez compris? Ok, on fait une liste, oui, de tous les vaccins. Et chaque fois, c'est comme ça. Maintenant, vous dites, dans cette présentation, nous prenons l'exemple du vaccin polysaccharide capsulaire du pneumocoque, l'exemple du vaccin de l'anthraxite tétanique, et vous déroulez comme vous l'avez fait. Mais si vous ne donnez pas les autres, c'est comme si les autres, il n'y a pas de vaccin. Alors que vous avez parlé de hémophilus, vous avez parlé de diphtérie. Il fallait en parler. Au moins, c'est un tableau. Ok. Vous me faites ça et vous me l'envoyez rapidement. D'accord? Ok, merci. Alors, les autres que vous allez présenter, je vous dirai quand on va préférer les présentations. Mais cette fois-ci, j'aimerais que vous changiez radicalement vos présentations. Je vous souhaite une excellente fête et portez-vous bien, bon week-end. Et Goro, n'oublie pas de m'envoyer la présence parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas venus. Merci, monsieur. Ah, ben viable, Mansour, on est viable. Ah, vous êtes bien, voilà. Goro, je suis présent. Je suis présent. On est présent. Il y a une liste de présence, les gars. Merci, Mansour. Goro, même si je suis absent, mais je suis présent. Mansour, tu es venu en dernier lieu. Non, moi, malgré que je suis absent, mais présent. Goro, déedéet kay. Ah, da nga doon nelaw. Non, dama ne nga nee na prof bi nee na nga envoyé ko liste bi. Waaw. Ah, en tout cas, nee na nga envoyé ko de. Joara, félicitations. Tu as assuré aujourd'hui. Oui. Ah, mes félicitations, Laikondé. Oui, je peux dormir en paix. Je peux dormir en paix. Ah, toute la nuit que j'ai séché. Ah. Mansour, tu peux le dire? Merci. Pardon? Pour la rectification. C'est pas évident, vraiment. Vraiment, Ouais. le prof, avec ses commentaires. On dirait que l'ange de la mort, il est là. Il va te surveiller. Est-ce qu'il va te prendre l'âme ou pas? Mais Joëria, quand tu parlais là, c'était comme, je croyais que j'ai accéléré mon truc là, alors que c'était normal. Je voulais gagner du temps. Ah, tu as gagné, hein? Tu as fait 34 minutes. Oui. On doit chercher toutes les Ouais, Goro. Non, ce qu'on a affiché là, ce ne sont pas tous les vaccins. Prof bi nee na nga envoyé ko liste bi quoi xaw ma rek ndax yow. Mais Goro tamit li nga def noo ko mënee. Ma ne li nga def noo ko mënee. nelaw bi. waaw ok kon ñu def noonu. En plus là, j'ai vu bizarre. Massa coono. Merci, pareillement, Goro.
Ah, banho janieleze bo. Je, walikumusala besa bona kodi washamba magari. Kutembera sana bushiyo. Aja busho sako kuja muda mwenu atuzo. Nikaanzika kuteke nelista nyakwambia wewe. Abo bursu waniponi wa mi bursu. Na bwana walikuwa pesa mengi. Nitamba kina mwenu atuzo. Wana mwenu atuzo. Nomor karena dia mesti nomor atuzo. Lati haya mwisho uke. Buruzu ni lati buruzu. Abule mo jongo da wajeni bali. Kwani kuna dolinde Yusuf. Ndo ni kwa Yusuf. Hata kutoka mlini. Ndio ndio wanaweza wana ndio mimi kuna pesa yake. Tundu kwa simu. Nimeanza nimekaja kwa hiyo kurudisha wale. Mayotes. Mayotes sababu aliha lokan kama choro wazi ni Faransa kukaa kufanya stage hapo. Kama étranger. Kama ndio kaino.